30 de rendement au moment de l'épiaison. Puis, de la dernière feuille à la floraison, on va voir la réduction de nombre de grains par épi. Puis, on va aussi voir une baisse du poids au 1000 grains, donc aussi du poids à l'hectolitre. C'est ce qu'on a vu cette année. On avait vraiment des poids à l'hectolitre très, très bas. Puis, on peut voir une baisse de protéines, mais cette année, la protéine, contrairement au rendement, est vraiment très élevée. Fait que l'eau est arrivée plus tard, puis ça a rempli les grains. Donc, de 2016 à 2018, on a comparé des grains de consommation humaine sur des grandes surfaces. Je ne vais pas toutes vous présenter parce que je vais vous donner mal au cœur. On a 200 diapositives avec tous nos résultats. Mais on a validé le dosage puis le fractionnement par variété. On a comparé des variétés dans 3 zones de production. On essaie toujours d'inclure toutes les régions, donc la zone 1, 2 et 3. Zone 1, c'est Montérégie, un petit peu la Naudière. Zone 2, c'est tout le centre du Québec, toute l'Estrie, Mauricie. Et puis, zone 3, c'est les zones périphériques, donc qui incluent Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Témiscamingue. Puis, on teste toujours des blés de printemps puis des blés d'automne. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait pendant ces 3 années-là 7 traitements. Donc, juste pour vous donner un aperçu de la parcelle, des parcelles qu'on établissait. Donc, on travaille, contrairement aux essais qui sont présentés avec le RGCQ, le réseau de recherche sur les variétés. Nous, on aime bien travailler en vraies parcelles, donc chez les agriculteurs, avec leurs semoirs, leurs conditions de sol. Puis, ça nous permet d'avoir une meilleure idée sur les variétés. Puis moi, je considère que 4 mètres de large sur 192 mètres de long, bien, ça donne pas mal de répétitions dans les micro-parcelles. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait 2 répétitions, des fois 3 quand c'était permis, mais c'est que ça faisait quand même des grosses parcelles. Puis, on avait 7 traitements. Donc, on avait toujours un comparatif à 0 unité d'azote, 60 unités d'azote avec un fractionnement, 90 avec 2 fractionnements, 90 avec 1, 90 tout mis au printemps, puis après ça, 120 avec 1 et 2 fractionnements. Fait que ça nous fait beaucoup, beaucoup de données. Ça, vous le voyez plus gros, là, les traitements qu'on a fait. Puis, donc, on a fait ça de 2016 à 2019. Puis, au lieu de vous présenter tous les résultats, je vais vous dire que ce qui influence le plus l'absorption de l'azote par la plante, il y a 2 choses, c'est les conditions climatiques. Donc, si on applique de l'azote puis qu'il n'y a pas plu dans les 15 à 20 jours suivant l'application, ça ne donne absolument rien. L'azote est complètement perdu. Et la compaction des sols. Fait que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'azote, sous forme minérale, ce qu'elle va venir faire, c'est si un sol est compacté ou qui n'est pas top shape, bien, l'azote, elle va venir corriger pour le sol le manque d'alimentation à la plante, ce qui va être parfait parce que ça va corriger. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que dans le fond, quand il y a des sols qui sont bien structurés, qu'on mette 60, 90, qu'on fractionne 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne changera rien. Dans le fond, c'est vraiment pas nécessaire de fertiliser autant quand un sol est vraiment très bien structuré. Puis nos 2 conférenciers agriculteurs, tantôt, vont nous en parler parce que c'est 2 fermes qui ont vraiment des belles structures de sol et donc leur sol répond bien à la fertilisation. Puis je vais vous montrer une image qui parle beaucoup. C'est un projet qu'avait fait un agronome au début des Moulins de Soulanges sur les périodes d'épandage d'engrais, différents engrais organiques pour la production de blé. C'était en production biologique, mais ça ne dérange pas. C'est vraiment une expérience qui parle beaucoup. Donc, il y avait 4 périodes d'épandage, 4 types de fumier
et des doses extrêmes et dans les deux sens, là, dose minime et très élevée dans le blé. Et finalement, la conclusion, ça c'est le graphique qui présente tous les résultats. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour vous l'expliquer parce qu'il y a quand même pas mal de stock. Ici, le N, c'était les parcelles qui étaient fertilisées au maximum, donc à 140 unités d'azote. Après ça, il y avait le fumier au printemps et en poste levé ici au printemps, automne tardif, automne hâtif et sans aucun fertilisant. Donc, ce que vous voyez en avant-plan, c'est ceux qui avaient été fertilisés avec du fumier de poulet. Puis ceux qui sont derrière, c'est tous les types de fumier. Puis quand on voit une lettre qui est différente d'un histogramme à l'autre, c'est qu'il y avait un impact significativement positif. Et s'il n'y a pas de différence entre les lettres, c'est qu'il n'y avait pas de différence. Donc, ce qu'on voit, c'est que la seule différence qu'il y avait, c'est quand on avait 0 azote et trop d'azote, donc à 140. Sinon, toutes les autres les périodes de fertilisation n'avaient pas eu d'impact. Donc, n'avaient pas eu d'effet sur le rendement de soit mettre la fertilisation en poste levé au printemps, l'automne tardif et automne hâtif. Mais ce qui était encore plus intéressant de ce projet-là, si vous voyez ici complètement à droite, c'est qu'il y avait une des fermes que tu as mis 0 azote ou complètement saturé, il n'y avait pas de différence significative sur le rendement. Pourquoi? Parce que si vous regardez le sol ici, complètement à droite de cette ferme-là, si vous voyez, les agrégats sont parfaits. Donc, ça veut dire que la structure du sol compensait en fait, procurait la fertilisation au blé. Donc, quand on parle de fertilisation, ce qu'il ne faut jamais, jamais oublier, c'est la base, c'est le sol. Fait que ça le démontre. Donc, c'est juste une petite aparté que je voulais vous présenter sur l'importance de la structure du sol. Donc, pour revenir à nos essais variétaux, je vais vous présenter ceux qu'on a fait en 2020 parce que c'est plus frais pour vous dans la mémoire des conditions climatiques qu'on a eues. Donc, on avait chez Louis-Éric Trépanier, Ferme Tréma, qui va présenter tantôt, tout de suite après moi, sa ferme. Louis-Éric, comme je disais, ça fait depuis 2006 qu'il fait du blé pour Moulin de Soulanges. Et la terre chez eux est vraiment bien structurée, répond très bien à nos projets de fertilisation, comme je vais vous le démontrer ici. Donc, ce qu'on a fait cette année, parce qu'on avait déjà fait beaucoup d'essais avec les fractionnements d'azote, on a plutôt été juste avec une fertilisation simple en 2020, soit 0, 60 et 120. Puis pourquoi on met 0? C'est parce qu'on veut savoir c'est quoi le potentiel d'un sol. Tu sais, parce qu'on peut dire, OK, oui, ça répond, on a plus de rendement, mais dans le sol, il y avait quoi au départ? Fait qu'on voit déjà sur cette ferme-là qu'il y a quand même un bon potentiel de rendement à mettre aucun fertilisant. Et cette année, comme ça a été sec, ben, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de différence significative à avoir mis 60 ou 120 unités d'azote pour pratiquement toutes les variétés qu'on teste. Donc, puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence de rendement entre les variétés, sauf le Snowbird, qui est un blé blanc, qui est normal. Le blé blanc a en général moins de rendement, mais des qualités vraiment exceptionnelles. Donc on voit là, que 120 unités, on voit qu'il y a sûrement eu une perte d'azote pour ce champ-là cette année-là. Ce qu'on voit ici, c'est beaucoup d'histogrammes. Je vous laisse le temps de le regarder, je vais vous l'expliquer. Ça ici, c'est les moyennes de BEM et des protéines en fonction des traitements. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu quelquefois des augmentations de protéines. Donc, ce qu'on voit ici, c'est, mettons, je vais prendre le Walton,
qui est une variété commune. Là. Comme ça, je ne blesserai personne en choisissant cette variété-là. Donc, on avait 13,3. Oui? Excuse-moi, Elisabeth, est-ce que tu pourrais repartager ton écran? Les gens ne voient plus ton écran. Ah, j'espère que ça fait OK, pas. c'est correct. C'est bon. Oui? La fenêtre est réapparue. C'est Oh, correct. OK. On vient de me faire le message. C'est bon. OK, c'est Je bon. suis désolée. OK. OK. Donc, je parlais du Walton. Donc, ce qu'on voit de 60 à 120, ce qu'on voyait tantôt, le rendement n'avait pas été affecté. Mais par contre, l'azote il n'y a plus au mois de juillet, au moment où on a pu libérer sûrement un peu d'azote pour remplir le grain. Parce que là, on voit quand on passe de 12,3 à 13,5 de protéines, c'est très bon. Puis on voit aussi le BEM ici passer de 54 à 62. Fait qu'on voit que l'azote a été libéré au moment opportun. Puis ici, ce qu'on voit, c'est qu'on peut, mettons pour le blé Helios, on voit que le BEM s'est amélioré un petit peu. On est passé de 63, même on a baissé. Mais voyez-vous, la protéine a augmenté. Ça veut dire qu'on a augmenté le pourcentage de protéines, comme je vous expliquais en début de conférence, mais on n'a pas augmenté le BEM. Donc, la qualité n'a pas été augmentée. On a juste augmenté la quantité. Puis on le voit ici aussi, par contre, avec le Harlaca, on a augmenté la protéine, mais on a aussi augmenté le BEM. Donc, ça démontre un peu ce que je vous disais plus tôt. On a fait une autre parcelle aussi en zone 3, donc à Saint-Jean-Port-Joli. Par contre, ici, on a eu un petit bug sur cette ferme-là, mais qui a été vraiment heureux. Je vais revenir à la diapo précédente. Donc, ici, c'est un gros sable. C'est un sable de plage sur un précédent de foin. Puis, on a eu une mauvaise communication, comme il y en a eu beaucoup cette année avec toute la situation de la COVID. Le producteur n'a pas été refaire son application de 60 et de 120 unités d'azote. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de différents traitements, mais on a juste des comparatifs des variétés. Mais ce qu'on voit, c'est que, dans le fond, le rendement a répondu à ce qu'il y avait dans le sol, mais pas s'il y avait eu de l'azote appliqué, probablement que ça n'aurait pas fait de grande différence pour le rendement. Mais par contre, l'azote s'est libéré encore là. L'azote organique qui a dû se transformer sous forme minérale pour les plants. Parce que vous voyez, les taux de protéines à 15 de protéines, c'est beaucoup. Même un blé qui, normalement, on a de la difficulté à aller chercher de la protéine dans le Scotia, on a 14,4 de protéines. Fait que il y a quelque chose qui s'est passé dans ce sol-là parce que la qualité du grain est là aussi quand on regarde les BEM. Vous voyez, sont tous au-dessus de 50. Fait qu'on n'a aucun problème de qualité cette année. Même, on pourrait dire qu'on a trop de qualité, on a trop de ténacité. Puis dans nos essais variétaux, on essaie toujours de le faire sur une ferme expérimentale qui font les travaux pour nous. Donc, c'est sûr qu'on utilise beaucoup le sérum et le CDBQ comme centre de recherche parce que ça nous donne un centre de recherche, c'est impartial. Là, donc, on aime ça toujours se comparer à un centre de recherche. Donc, ici, c'était toujours en zone 1. Donc, on a encore le 60 et le 120 unités d'azote. Puis, ce qu'on peut voir, encore une fois, point de vue rendement, on n'a pas gagné à mettre 60 unités supplémentaires à cause des conditions climatiques. Et par contre, ce qu'on voit, on voit toujours des petites vagues ici là, qui nous montrent qu'on a eu une augmentation des taux de protéines. Les taux de protéines élevés comme ça, avec des BEM aussi élevés, c'est rare qu'on voit ça. C'est vraiment des conditions de sécheresse. Et c'est pour ça que les blés de l'Ouest canadien, contrairement aux blés de l'Est, donc Ontario, Québec maritime, ont toujours des taux de protéines et des BEM très élevés. C'est des blés d'excellente qualité, des blés améliorants qu'on appelle, parce que dans l'Ouest canadien, normalement, c'est sec.
et ils n'ont pas de fusariose. Donc, nous, on se retrouve un peu avec les dernières années comme des conditions comme dans l'Ouest canadien. Donc, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à comment on fertilise. C'est pour ça que les conférences qu'on va avoir aujourd'hui vont nous faire réfléchir à justement les engrais enrobés. Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que le fractionnement vraiment plus tard dans la saison? Va falloir vraiment s'adapter, nous, en tant que meunerie, à ces nouvelles conditions de sécheresse-là parce que ça nous affecte énormément. Le phosphore puis la potasse, on a fait trois années de tests pour les révisions des grilles de fertilisation. Puis en conclusion, ben, c'est simple, il n'y a pas d'avantage à ajouter du phosphore ou de la potasse. Sauf, je vous dirais, puis je ne l'ai pas testé, c'est un test que j'aimerais faire éventuellement en poste levé pour contrer l'averse dans des sols qui auraient un taux de potassium en bas de 150 kg à l'hectare. Ça serait à tester. Dans la littérature, ça démontre que quand les sols sont vraiment pauvres en potasse puis qu'on travaille avec une variété qui verse, qui a des indices de verse vraiment élevés, bien, on aurait peut-être avantage à rajouter de la potasse en poste levé. Fait que ça serait à voir. L'autre élément important qu'on doit faire attention au Québec, il y a le soufre. J'en vois rarement des champs qui sont en carence de soufre, mais vous avez une image ici. Donc, dans le cas des carences de soufre qui vont souvent être liées avec l'azote aussi, on va voir le jaunissement des jeunes feuilles. Donc, on peut faire une correction en ajoutant du sulfate au stade 1 cm. L'épi, 1 cm, c'est vraiment minus. Là. Mais si on coupe la tige, on peut le voir jusqu'au stade 2 nœuds. Le risque est plus élevé dans des sols sablonneux quand il y a des pluies très abondantes et pauvres en matière organique. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, on peut faire une correction 30 unités à la floraison. Nous, on a un producteur qui fait beaucoup de blé d'automne pour les moulins de Flange, qui rajoute toujours un 30 unités de soufre au moment de la floraison. Puis peut-être c'est un addon, mais on a toujours des très bonnes qualités de protéines avec ce producteur-là. Ce qu'on voit par contre beaucoup plus souvent qu'on pense, c'est les carences en manganèse. Le manganèse, lui, les carences vont se développer quand le sol est très aéré, fluffy. Là, donc, on va voir où est-ce que la machinerie passe. Y a-t-il une question? Il y a quelqu'un qui vient de rentrer? OK. Donc, c'est un 0. Pardon? Donc, quand le sol est très aéré, en dessous des roues de tracteur, on va voir que le sol est plus compacté et à ce moment-là, le manganèse est absorbé par la plante. Donc, quand le sol est très aéré, faire attention les sols sablonneux, froids. Donc, ça, j'en vois quand même sur la rive nord, au lac Saint-Jean aussi, j'en ai vu quelques fois des carences en manganèse. Il faut quand même réagir assez rapidement. Donc, on peut faire une analyse foliaire entre les parties qui a des carences visibles puis où le plan est sain, puis faire une correction assez rapide avec du sulfate de manganèse. Dani, est-ce que tu es là? Yes, je suis là. OK. Dani, est-ce que tu veux te montrer la bête? Es-tu capable? Tu me vois-tu? La caméra est allumée. Je ne sais pas si tu me vois. Non, on ne te voit pas. On pèse Bon, où? c'est La correct. caméra est allumée. C'est correct. La caméra est correcte, tout est beau. Mais je me vois sur son image. Hein? Elisabeth, si tu cliques sur sur l'image du participant, ben, on devrait le voir sur l'écran. Mettre en évidence. Fais juste augmenter la... Denis. Voilà. T'as pas accès à ma caméra? Tu ne me vois pas du tout? Tout marchait tantôt, non? Ouais. La technologie.
T'avais-tu des choses à présenter? Ben, si tu veux. Non, mais moi, je n'ai pas vraiment présenté grand-chose. Je m'en plus en discuter. Là. OK. Parfait. J'avais. On s'était dit qu'on te poserait des questions. Oui, ça va être bien simple. C'est good. Bien simple. Je vais retourner à ma présentation. Tu ne me vois pas pantoute encore, hein? La caméra, tout est allumé. OK. Parfait. Ah, en tout cas. Bon, ben, je vais te poser dans le fond, Danny, je vais te poser la question. Ça fait depuis combien de temps que tu fais du blé pour Moulin-Soulanges? Ben, regarde, moi, la culture raisonnée, Moulin-Soulanges, j'ai commencé l'an passé. C'est tout nouveau pour moi. J'ai eu une saison de fait. Je m'enligne sur ma deuxième. À la base, il n'y a pas une grosse différence entre la façon que je cultivais déjà mes céréales puis la culture raisonnée. Ce que j'ai de différent, c'est mon herbicide. C'est que, au lieu de travailler avec un Bactrim ou quoi que ce soit, je travaille avec un Eragon en prélevé. Okay. C'est mon changement pour m'adapter à la culture raisonnée. Il n'est pas énorme. Il n'a pas été énorme. Puis, j'ai trouvé ça, l'adaptation, très simple, parce que moi, je travaillais beaucoup avec les biostimulants déjà dans le passé. Fait que j'ai pas travaillé beaucoup avec les fongicides. J'avais des meilleurs résultats avec mes biostimulants qu'avec mes fongicides. Tu me vois toujours pas, hein? Ça fonctionne. Ma caméra, je sais pas ce qui se passe. Là, pourtant, tout à l'heure, tout était là. On a arrêté. Moi, j'ai comme remplacé les fongicides, ces choses-là, en travaillant avec les biostimulants. Le blé non traité qu'on sème le printemps, moi, je vais travailler avec un engrais liquide au démarrage que je mets sous la semence, en bande sous la semence. On rajoute deux biostimulants dedans au semis. Je travaille avec un bioforge. Que ça, il va augmenter la multiplication de radicelles, de racines pour aller capter les éléments dans le sol. Puis il y a le stimulate que je mets avec, ça augmente le fractionnement cellulaire. C'est que le développement de la plante est rapide. C'est que si on a un développement de plante rapide, on a moins de danger de pourriture du grain ou de que les maladies l'attaquent, les insectes l'attaquent. La plante s'installe rapidement. Fait que je travaille avec un 5 gallons à l'auque de Alpine Bio 22. Il y a déjà des biostimulants à l'intérieur, déjà des bactéries à l'intérieur qui travaillent sur la plante. Fait que ça fait un beau départ. Le blé est très vigoureux au printemps. Ça a même un impact à long terme sur le blé quand on arrive à la floraison. La floraison se présente une petite affaire plus vite, celui qui a eu le démarreur. L'autre chose, la grappe aussi, elle est un peu plus longue avec le démarreur au printemps, avec le départ. On voit vraiment que le départ de printemps est important. Tu as parlé beaucoup de fertilisation azotée. Moi, je fonctionne dans ma fertilisation azotée. Tout de suite après avoir fait mon semis, je m'allais appliquer, je travaille à la roseuse avec un automotrice. J'applique tout de suite mon 32. Je mets entre 22 et 25 gallons d'azote à l'acre. Là-dedans, j'y rajoute un soufre, tout le temps un 2 à 3 gallons de thiosulfe. Puis, c'est là que je m'allais mettre mon Eragon en prélevé. Je fais ça, je finis de semer puis je le fais immédiatement. Le sol est encore frais quand on consomme du blé le printemps. Le 32 s'incorpore très facilement dans le sol. On n'a pas de perte de lessivage tôt en saison. C'est froid, c'est que ça s'installe. On a un apport d'azote rapide en début de saison. Ça fait un beau départ, ça fonctionne très bien. Puis je reviens au talage avec un 12 gallons, encore une fois, d'azote 32 avec du soufre. Puis là, si je vois des petites carences, je vais jouer avec les éléments mineurs, mais c'est facultatif.
Des fois, je m'en joué avec un cuivre qui est très bon pour la plante ou des carences en manganèse, ces choses-là. Ça dépend du type de sol. Ça faisait déjà 2-3 ans que je travaillais avec des biostimulants, puis on essayait plein de formules. Et là, cette année, Elisabeth m'a approché, puis elle cherchait quelqu'un pour tester des biostimulants, puis j'ai dit pas de problème, puis j'ai dit on va bonifier le programme même. Je m'en emmené une panoplie que j'avais essayé ici et là, mais j'ai mis le programme en place. Puis là, on s'est dit qu'on le faisait. Peu importe la météo, peu importe ce qui se passait, je l'ai tout fait. Puis, franchement, il y aurait peut-être des traitements que j'aurais abandonnés cette année avec la sécheresse parce que je m'étais dit que ça ne donnait rien. Puis, je les regarde au bout de la ligne, puis il y a une chance qui ont été faites parce que il y a des produits là-dedans qu'on dirait qu'il y a comme facilité la plante à aller chercher l'eau, faciliter la plante à de l'accès à son azote, se multiplier, tout mettre dans l'épi. Parce que j'ai eu des très beaux résultats. Puis aussi, on a compris une partie de la parcelle, pourquoi il y avait une bande qui était moins bonne. On a eu de la grêle, je m'en suis aperçu par après. On a réalisé ça quand le blé a germé à grandeur après les récoltes. 1 mois et demi, 2 mois après, là, il y avait du blé partout dans le champ, dans une grande partie du champ. Fait que, on a compris la bande qui était plus basse. Fait qu'on a bien fait de tout ramener ça sur une même base. On va comparer la parcelle égale à la grandeur. Il y a eu des traitements qui étaient impressionnants du résultat obtenu. On avait une liste, on devait avoir 10 traitements. Ouais. On avait 10 traitements, puis il y en a qu'on répétait. Les meilleurs résultats, c'était des traitements répétitifs de plusieurs produits. Un bon résultat, un coup de cœur que j'ai eu cette année, c'était un traitement qu'on a mis dans le traitement. Un petit peu, je l'ai ici sous mes yeux, là, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. On a débuté avec un Golden Harvest. Ça, le biostimulant qu'il y a là-dedans, le Golden Harvest, c'est un. Il va aller travailler sur le développement de la plante. Ils ont un peu plus. Il y a du zinc dedans, il y a beaucoup de. Il y a du manganèse, du bore, du cuivre, du fer. Plus, ils ont un. Il y a de la. Voyons, un petit peu, je cherche le terme exactement pour vous dire des niaiseries. Un petit peu ici. Il va aller travailler sur la stimulation de la plante. Puis celui-là, il a été mis tout de suite après avec un balancer et un excite. Le balancer, lui, à l'intérieur de la plante, il va aider, il va faciliter le déplacement des glucides des feuilles vers les racines. C'est qu'il va travailler sur le développement racinaire. C'est l'important de le mettre tôt en saison. Puis il va aussi travailler sur la croissance végétale excessive. Fait que, vu qu'il prend toute l'énergie qu'il envoie ça dans les racines, dans le développement racinaire, on dirait que ça va aider la plante à s'installer tôt en saison pour faire face à la sécheresse qui s'est passée au cours de la saison. Fait que si on a un super développement racinaire, il va chercher son eau. Fait qu'on n'a pas de perte. On a moins de pertes dues au manque d'eau. Mm-hmm. J'ai vu des super résultats, les bandes qui ont été travaillées avec ce produit-là, ça a été incroyable. Puis on le met en combinaison avec un Excite. Le Excite, ça va régulariser encore la croissance de la plante. On travaille sur. C'est des biostimulants qui vont travailler sur le développement de la plante pour qu'il travaille plus pour se renforcer que de travailler en hauteur. Ça va minimiser l'averse. Au lieu de travailler avec des produits chimiques pour la croissance et ces choses-là, en travaillant avec les éléments, les éléments, puis en travaillant avec ce genre de produits de biostimulants, on peut contrôler le développement de la plante un peu. Ça n'a peut-être pas le même impact qu'un fongicide ou qu'un raccourcisseur de paille. Probablement,
mais on sait l'impact que ça a sur le développement du blé, sur le résidu qui se retrouve dans le blé. C'est pas ce qu'on veut dans notre blé pour notre alimentation humaine pour faire une farine. C'est qu'en travaillant avec les biostimulants, on vient à bout de compenser toutes ces choses-là qu'on n'a pas en agriculture raisonnée pour permettre un beau développement de plantes, pour maximiser. Tout le début de ta présentation, c'était l'azote, 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 la simulation d'azote. Et oui, le fait de travailler sur les racines, sur la fortification de la plante, l'azote va être mieux assimilé en début de saison, va bien rentrer. Puis moi, en revenant avec mon azote 32 au talage, ce que ça fait, c'est que la plante un azote 32, tu as une combinaison urée puis nitrate dedans qui va être absorbée très rapidement. C'est que l'urée, elle va rester plus tard. Il y en a qui ont beaucoup peur à la volatilisation. Mais qu'est-ce qui était intéressant de travailler avec un azote 32 au talage, puis en travaillant avec un balancer et un excite, c'est que la plante est prête à le recevoir. Le boost d'azote va la pousser plus vers un talage que d'allonger. Puis, moi, je travaille beaucoup ma fertilisation au talage. Une veille d'orage, un temps gris, un temps incertain. Comme ça, tu as beaucoup moins de volatilisation, tu as beaucoup d'humidité. On travaille en fin de journée, très tôt le matin, mais pas une journée ensoleillée parce que là, tu vas abîmer la plante, tu vas y causer des stress physiques. Mais on a tout le temps des journées dans la période d'arrosage que ton temps est tellement incertain que tu ne peux pas rien faire ou tu as une veille d'orage. Même des fois, on part, nous, je me rappelle, dans cette date-là, on a eu une petite pluie ici. Elle n'a pas été grosse, elle a été minime. Mais je suis parti, j'ai mis mon azote, puis je suis allé la faire dans le champ en fin de journée, c'était à 4 heures, puis il commençait à brumasser. C'est que tu fais ton azote peu, sous une pluie, c'est rapide, c'est efficace. Puis, tu n'as pas de lessivage parce qu'elle va rentrer dans le sol, puis elle va descendre sur la plante, au pied de la plante. C'est que tu n'as pas de brûlure sur ta plante, puis tu as une absorption de suite du sol, c'est que tu n'as pas d'évaporisation. Puis je travaille encore une fois aussi avec du thiosulfure dedans qui va aider l'absorption de l'azote, qui va stimuler l'absorption de l'azote. Puis ça l'aide un peu sur ça évite un peu d'évaporisation pour ton azote. Elle va descendre au sol plus facilement. C'est que c'est un petit mélange de bien des petites techniques que j'ai appris au fil des années à essayer bien des produits qui ont donné un résultat cette année assez incroyable. Malgré l'année, on a eu des bandes qui frôlaient le 2 tonnes dans cette parcelle-là. Oui, c'est j'ai eu un champ de 40 acres que j'allais vider mes restants de tank, là. Parce que je faisais des tests et j'avais tout le temps des restants de tank. Ça fait que j'allais vider tous mes restants de tank dans le même champ des produits. Le résultat du champ était incroyable. Et le champ a à peu près tout eu les traitements. C'est que j'ai fini sur 40 heures avec une moyenne de 1,8 tonne malgré la saison ultra sec. Très sec. Le blé avait un beau développement racineur. Puis habituellement, je reviens avec un azote, une petite quantité de 32, beaucoup dilué dans l'eau, pas loin de des piaisons pour booster encore la protéine. Cette année, c'était tellement sec, tellement chaud que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pantoute. J'aurais peut-être dû le faire, j'aurais peut-être dû l'essayer, mais en tout cas, j'ai abandonné. Mais dans la période qu'il fallait le faire, c'était tellement chaud. Même le soir, la chaleur ne baissait pas le soir, c'est que c'était comme dangereux de faire ça. Moi, j'avais peur d'abîmer mon blé. Mais on a fait un traitement que j'avais jamais essayé encore avec le biostimulant. Ils appellent ça un sugar mover. Un sugar mover, ça va aider à prendre les sucres de la plante et à les monter dans le grain. On sait que l'azote
va aider les sucres, va aider la protéine, va augmenter le rendement, va augmenter la qualité du grain. Le sugar mover aide à ça, à tout monter vers le grain. C'est que les trois traitements, les trois meilleurs traitements, les trois meilleurs résultats, il y avait un sugar mover à la fin qui allait comme compléter tout l'ensemble, le traitement complet. L'exercice économique de tous les biostimulants, je ne l'ai pas fait complètement parce que je te dirais que la saison a été un peu limitée. Mais je regarde le résultat avec un recul de quelques mois après. Je pense que je m'en allais mettre des chiffres là-dessus un peu plus parce que on pourrait être surpris. On pourrait être surpris. À cette heure que j'ai vu le pourquoi qu'il y avait une bande dans le champ qui avait moins de rendement, c'était la grêle qui est survenue le dimanche, 3 jours avant la récolte. C'est là que j'ai eu la grosse perte de rendement. Je me rends compte que mon champ ici, à la ferme, pas bien loin, lui, il n'a pas eu la grêle. Il y a eu la grosse pluie, mais il n'y a pas eu la grêle. Il y avait beaucoup moins de pertes au sol. C'est probablement qu'on aurait eu des résultats encore plus intéressants dans la parcelle, très surprenants. Puis, je vais mettre les chiffres parce qu'on a ramené, on a fait le tableau on les a tous ramenés. On avait des témoins à l'argent de la parcelle. C'est qu'on a tout ramené les résultats sur le même point. Danny, on les a tous comparés. Excuse-moi, Danny, de te couper. Je te laisse 2 minutes. Ah, OK. On a tout ramené sur le même point. C'est que je regarde le résultat final. Puis oui, je vais mettre un chiffre là-dessus parce que puis j'ai fait l'expérience cette année. Je vais faire la combinaison. J'étais à analyser tout ça, là, voir comment on s'en va là-dedans. Puis se concentrer un peu plus parce qu'on s'est étendu pas mal. Mais on a une petite conclusion. À la base, moi, je travaille au démarreur liquide en dessous du blé avec des biostimulants dedans pour remplacer les fongicides qu'on mettait sur le blé. Puis ensuite, tôt en saison, cette année, c'est sûr que dans le coin du talage, je vais faire mon azote, puis après ça, je vais revenir avec les biostimulants encore une fois sur le foliaire. On va en faire 2 fois en saison des biostimulants pour l'essayer encore. Puis cette année, je pense que mon azote à la floraison, peu importe la condition, je mettrai plus d'eau, mais je vais la faire pour être sûr de grimper ma protéine. Ma protéine était très belle. Moi, j'avais du Walton. Exceptionnellement, ma protéine était belle. L'indice de chute est un petit peu limite. C'est ma grêle et ma pluie juste au moment que j'allais récolter. Le dimanche, la batteuse était dehors quand l'orage s'est levé. On s'en allait récolter. Probablement que l'indice de chute aurait été meilleur. Fait que probablement que le rendement aurait été meilleur aussi. Fait que ma conclusion de l'année, une année sec, on a appliqué des traitements qui se fait dans l'Ouest. C'est pas de l'à peu près qui a été fait là. C'est des traitements qui fonctionnent dans l'Ouest, dans des conditions secs, dans des conditions à grande superficie, à grand volume. C'est que si les producteurs de volume utilisent ces produits-là pour des résultats, nous, ici au Québec, c'est pas du volume qu'on fait, c'est du... Oui, on fait du volume, on travaille, tu sais, c'est pas des superficies à pu finir, c'est qu'on travaille sur les rendements beaucoup. C'est que si eux autres, c'est bénéfique, ça doit être bénéfique pour nous autres aussi. C'est que c'est à développer, c'est à essayer. Je pense que c'est par là qu'il faut s'en aller. Oui. Bien, merci, Dali. Il y a une chose que tu as oublié de dire, c'est ton travail de sol que moi m'impressionne beaucoup. Oui, regarde, travail minimum de sol, moi, depuis 10 ans, je fais du streptile. Maïs, soya, je suis exactement à la même place, en rotation. Mes gros sols argileux, j'ai une rotation de blé, c'est que je fais blé, maïs, soya, blé, maïs, soya. Mes sols sableux, on ne met pas de blé pratiquement là-dedans, on a un meilleur résultat sur le reste. Oh oui, une petite chose. L'important du blé, c'est de semer tôt, très très tôt. Semer tôt, un grain qui n'a pas de protection dessus, il faut qu'il décolle vite. Pour décoller vite, il faut que ton sol soit réchauffé, il faut que ton sol soit uniforme.
La seule façon d'avoir un sol uniforme ici, en tout cas à date qu'on a trouvé, c'est un travail c'est un travail minimum à l'automne sur les retours de soya pour s'assurer que le pays soit bien haché en arrière de la batteuse. Moi, je travaille avec un Salford. Il y en a qui vont aller travailler avec un Lincoln, mais léger en surface. C'est pas un travail de profondeur, c'est un travail de mettre du sol en lumière, ce qui est normalement sous les cotons. L'autre chose, s'assurer en arrière de la batteuse une très belle dispersion de la paille pour avoir d'ondin, pour être capable d'avoir un beau résultat uniforme pour faire un départ uniforme dans le blé. C'est un petit peu. Je pense que j'ai fait le tour. Ben, écoute, un gros merci, Dani. Moi, j'ai été impressionnée par tes rendements vraiment pour l'année. Si on n'a pas présenté les résultats, c'est parce qu'on n'avait pas de témoins. Puis pour moi, c'est vraiment pour quand on présente des résultats de recherche, c'est vraiment important d'avoir un témoin. Mais l'année prochaine, ben pas l'année prochaine, cette année, on se reprend puis on refait ces tests-là. C'est vraiment des très beaux on tests. refait ces tests-là, puis je m'en vais commencer avec un démarreur liquide sans biostimulant dedans. Parce que je ne l'avais pas. Ma base était toute au biostimulant. Voir le départ. Puis on en fera un en même temps, pas de démarreur liquide. Ça, tu vas voir, ça c'est impressionnant. Ça coupe au couteau. Parfait. Quand un beau rendement, ça coupe. Puis, ben, moi, ce qui m'a impressionné, c'est les rendements, des très beaux champs, un beau démarrage, propre, aucune mauvaise herbe, le Eragon super bien fonctionné. Pour une première année avec Moulin de Soulanges, programme agriculture raisonnée, je pense que ce qui est important, c'est que ça a été une expérience vraiment positive. Puis les rendements ont été, pour l'année, là, ça a été vraiment impressionnant. Fait que je te remercie beaucoup. Puis je passerai la parole tout de suite à Abderezak, si tu es prêt à partager ta conférence. Abderezak, juste mettre ton son, mais voilà. Bonjour. Puis, je suis là, bonjour. On a toutes des maisons similaires, hein? Ouais, tu vois. On a fait affaire avec le même décorateur intérieur. Oui, c'est ça. Merci à Abderezak d'avoir accepté l'invitation. Je trouvais vraiment que ça s'insérait vraiment bien dans une journée, dans un webinaire sur la fertilisation. L'an passé, tu nous avais présenté à notre équipe R&D tes connaissances sur les biostimulants, puis je trouvais ça intéressant que tu en parles. Je veux juste dire qu'Abderezak est agronome. Ça fait 8 ans qu'il est au Québec, directeur pour William Wood. Donc, je te laisse la parole. Je ne sais pas si tu es à l'aise pour partager ton... Effectivement, je vais m'en occuper. Merci Elisabeth pour cette introduction. J'aimerais juste mettre la nuance. Je ne suis pas agronome, j'ai une maîtrise en sciences agronomiques. Donc, je tiens d'abord à remercier Elisabeth puis les Moulins de Soulanges qui nous ont donné cette occasion aussi de nous exprimer, puis d'apporter un tant soit peu, plutôt des réflexions, je dirais, parce que comme vous le savez tous, dans le milieu agricole, on aimerait arriver à des évidences et à des conclusions définitives avec lesquelles on pourrait travailler, mais plutôt on essaye d'apprivoiser les choses au fur et à mesure. Donc, la thématique que je vais aborder aujourd'hui avec vous fait suite un petit peu à ce que Dani avait abordé juste avant moi. Donc, je vais juste partager mon écran avec vous. Est-ce que vous le voyez, mon écran? Pour l'instant, non. C'est en haut à droite. Oui, je travaille avec la même plateforme. Oui, ok, c'est bon. Juste m'assurer que... OK, là, on voit. Est-ce que vous l'avez? Oui. Très bien. Donc, je profite, je dis bien que c'est des réflexions que j'essaie de partager avec vous, mais avant d'arriver à décortiquer
ce sujet-là qui est la biostimulation. Aujourd'hui, je pense qu'on est appelé à nous poser la question, pourquoi la biostimulation? Pourquoi on parle de cette thématique-là qui paraît comme une thématique nouvelle, particulièrement en Amérique du Nord, mais je vous dirais que dans des milieux où les sols sont plus épuisés en matière de production agricole, les gens, ils sont quand même, il faut se le dire, hein, les terres en Amérique du Nord, la plus vieille des terres peut-être doit être cultivée depuis 200 ans par rapport à des milieux où les sols sont cultivés depuis plus de 1000 ans. Donc il y a des différences. Et c'est pour ça que ces produits-là, ça fait plus de 30 ans qu'ils existent encore, mais ils prennent de plus en plus de l'ampleur. Et pourquoi ils prennent de plus en plus de l'ampleur? Je pense que Elisabeth, dans son introduction, Dany aussi, il en a rajouté une couche. On voit qu'il y a pas mal d'éléments qu'on commence à maîtriser dans la production végétale, mais la seule inconnue, la seule variante sur laquelle on a du mal à mettre de la maîtrise et mettre la main et la gérer à notre façon, c'est vraiment le milieu environnant sur lequel on subit les caprices de plus en plus. Donc, si je reviens à ça, l'objectif dans la production végétale particulièrement, on a deux éléments, deux facteurs sur lesquels on travaille. On travaille sur la qualité, mais la qualité ne suffit jamais. Parce que je reviens encore une fois, je pense que la présentation d'Elisabeth avait mis la table sur toutes les thématiques qui pourront en bifurquer après. Parce que vous l'avez vu que c'est la qualité qui prime. Après, vous pouvez produire en quantité tout ce que vous voulez, mais si ça ne répond pas aux standards de qualité et le consommateur est de plus en plus exigeant, les transformateurs sont de plus en plus exigeants, donc votre production ne vaut rien. Donc, c'est ça un petit peu les objectifs sur lesquels il faut travailler et garder le focus. Mais le schéma que je vous présente ici, c'est un petit peu qui détermine pourquoi on parle de biostimulants et pourquoi on n'aura plus le choix que de parler de biostimulants dans le futur. Parce que si vous regardez, dans les années 60-70, le focus dans le monde végétal était mis sur quoi? Sur l'amélioration génétique des variétés et des hybrides et des écotypes, tout ce que vous voulez. Donc, cette science, cette technique-là a été tellement avancée, particulièrement avec, on a eu les croisements, les interfécondations dans le temps, mais on a eu le génétique qui s'est rajouté. Aujourd'hui, on peut placer un tel gène à n'importe quel endroit. Donc, tout ça a amené que la maîtrise de la génétique, du potentiel des cultures a été tellement maîtrisée que aujourd'hui, les semences qu'on a entre les mains, c'est des bombes à production, pourvu qu'on réussisse à les mettre dans le milieu adéquat et qu'on leur apporte les éléments nécessaires pour faire exprimer. Donc, sur le potentiel génétique, on n'a quasiment plus rien. Il nous reste toujours des points de résistance, des adaptations qu'on essaye d'apporter, mais sur les potentialités de production en quantité, en qualité, la matière, elle est là. Le deuxième élément qui pourrait intervenir quand on produit des végétaux, de la production agricole, c'est la maîtrise des facteurs agronomiques. Mais là, encore une fois, je peux vous dire que la machinerie est tellement avancée que on est presque au traitement personnalisé pour chaque plante sur son champ. Donc, on peut fertiliser, de la fertilisation dans laquelle on peut faire du fractionnement. Aujourd'hui, on peut faire même de l'application personnalisée, donc avec des apports variés sur le même champ selon la lecture de la carte de la fertilité des sols. L'irrigation, on peut faire de l'irrigation, du désherbage. Donc, tous ces éléments-là, tous ces facteurs agronomiques sont à la portée du producteur aujourd'hui. Le seul élément, le seul facteur qui nous reste, et j'espère un jour qu'on arriverait à le dompter, c'est l'environnement pédoclimatique. Ça, c'est là-dessus que tous les travaux, toute la nouvelle recherche est axée aujourd'hui. Si vous le remarquez d'ailleurs, même les différentes compagnies de pesticides
intègrent de plus en plus des parties biostimulantes aujourd'hui dans leur cadre de recherche et qui prennent de plus en plus de place pour conjuguer les effets avec les différents pesticides, que ce soit des fongicides, des herbicides ou tout ce que vous voulez. Donc, voilà le pourquoi on parle aujourd'hui de biostimulation. Sincèrement, en 2 mots, l'enjeu majeur de la production végétale aujourd'hui est à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment au niveau de la biostimulation. Parce que si je reviens au potentiel de production, une plante a un potentiel. On parle du blé, Elisabeth, je ne sais pas si Elisabeth, elle peut m'aider. C'est quoi le potentiel de production d'un blé aujourd'hui Elisabeth, je ne sais pas si elle répond ou elle ne m'entend pas. Ton micro est fermé, Elisabeth. Ah. Voilà, OK, ça va aller mieux. Au Québec, le potentiel dans le Non, blé... le potentiel théorique de la plante blé aujourd'hui avec... Oui, ben ça peut... Dans le blé d'automne, on peut... Au Québec, j'ai vu jusqu'à du 8 tonnes à l'hectare. Ouais. Puis dans le blé de printemps, 5,5, mettons, le gros potentiel. Ouais. Donc 5,5, quand on ramène ça au potentiel réel de la culture, qui est de 20 tonnes hectares, donc on se dirait qu'avec 8 tonnes, on est à quoi? On est à 40% du potentiel. Donc il nous reste énormément de chemin. C'est pour ça que cette figure que je vous projette, c'est que entre le potentiel génétique, le 100%, le 20 tonnes hectares par exemple dans le blé, dans le maïs c'est 50 en passant. Donc le 20 tonnes hectares, si on ne fait rien, on peut passer de 100% à 0. Mais nous, avec tout ce qu'on apporte, tout ce qu'on fait aujourd'hui, donc le travail du sol, la main-d'œuvre, les intrants, le désherbage, et, tout ce qu'on apporte comme facteur agronomique, on arrive quand même à aller chercher. On parle du cas, par exemple, du blé d'automne, on peut aller chercher 40%. Mais je pense que l'enjeu est beaucoup plus loin que le 40%. Il faut cibler plus. C'est pour ça que c'est là qu'on se rend compte de l'effet du milieu et de l'environnement. Parce que on se pose les questions suivantes. Sur 10 ans, combien d'années aux conditions climatiques idéales ou juste similaires pour qu'on puisse les maîtriser? La réponse est toute simple. Il n'y a pas une année qui ressemble à l'autre. Donc, la plante peut-elle valoriser pleinement à l'instant T tous les éléments qu'on lui fournit dans le sol? Elle ne pourra pas. Et ce qui vient affecter, parce que souvent, sur le plan théorique, on calcule le blé, j'apporte les besoins, on le sait, pour faire une tonne de grains, c'est 35 kg d'azote, c'est 1,8 de phosphore, 1,1 de potasse. Donc ça, je fais le calcul rapide. Je veux faire 10 tonnes, j'apporte 350 unités d'azote. Malheureusement, vous auriez beau faire vos calculs de cette façon-là, mais il y a une part de l'énergie qu'on apporte qui est mobilisée par la plante pour faire face aux agressions extérieures. Quand elle est stressée, quand il fait trop froid ou qu'on a un gel tardif le printemps, la plante doit lutter, donc elle a une part de l'énergie qui était destinée à la fabrication de rendement, qu'elle va dévier de son chemin et elle va la consommer pour résister, pour passer au travers. S'il y a une sécheresse, elle va faire la même chose. S'il y a une grêle, pour régénérer du feuillage, elle avait prévu de fabriquer tant de feuilles, mais il va falloir qu'elle régénère sa végétation, parce que elle, son souci majeur demeure de faire parvenir le cycle végétatif à un cycle reproducteur pour faire du grain, quitte à laisser un seul grain. Quand la plante fabrique du grain, ce n'est pas pour nous nourrir. Ne croyez pas qu'elle pense à nous. Hein. C'est pour perpétuer l'espèce, c'est pour laisser une prochaine génération. Donc, c'est pour ça qu'elle va mobiliser toute son énergie pour qu'il y ait de la survie, pour faire parvenir un grain, 2 grains, ou 40 ou 50, selon les conditions dans lesquelles elle va se sentir, mais il faut qu'elle fasse parvenir des grains viables pour perpétuer son espèce pour la prochaine génération. C'est un instinct de survie. Donc, c'est pour ça que la part de l'énergie qu'on apporte
quand je parle de l'énergie, c'est toute la nutrition qu'on apporte à la plante qui va être photosynthétisée et fabriquée des hydrates de carbone, donc des sucres, du gras ou de la protéine. De cette part-là, il y a une partie qui va dévier du chemin et va aller pour faire de la résistance, faire la guerre, entre parenthèses, au milieu hostile. Donc, c'est pour ça. Et les photos que je vous montre, là, c'est un blé qui a gelé. Est-ce que ce blé-là est mort? Non. Il est passé au travers. Par contre, il a mobilisé de l'énergie, il a pris du retard sur sa végétation. L'autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est les arrêts de croissance. Parce que sur ce moment-là, pendant qu'il luttait pour sa survie et passait au travers du gel, il ne faisait pas de feuilles, et il ne fabriquait pas de sucre. Et tout ça, c'est des manques qui sont prévus. Parce que la plante, c'est comme une usine. Elle a 90 jours, le blé, tu as 90 jours, il faut qu'elle accomplisse son cycle, il faut qu'elle fabrique, les réserves qu'elle va mettre dans son grain. Donc, si tu vas avoir ton 6 tonnes à l'hectare, dans ce temps-là, il faut qu'il y ait quasiment zéro faute. Il ne faut pas qu'elle trébuche le long du cycle. Par contre, si elle a passé une semaine à lutter contre le gel, c'est une semaine que l'usine n'a rien fabriqué. Donc, c'est une semaine de production de moins que tu vas avoir dans tes stocks. Donc, c'est ça. Donc, je reviens à la question, est-ce que ces blés-là, ici, c'est une sécheresse qui avait frappé, est-ce que le blé est mort? Non, il s'est adapté. Et c'est ça qui a amené les chercheurs à aller sur cette piste de la biostimulation. Qu'est-ce qui fait que la plante, d'elle-même, elle résiste et réussit à passer au travers? C'est que finalement, ils se sont aperçus qu'il y a des hormones que la plante, sur le plan intrinsèque, synthétise. Mais ça prend du temps avant que ces hormones-là soient fabriquées pour répondre à ces agressions. Donc c'est pour ça que la notion de la biostimulation, proprement dite, parce qu'il faut faire attention aujourd'hui, il y a beaucoup d'usurpation, j'ose le mot usurpation, sur la biostimulation. Il y en a qui utilisent de simples éléments nutritifs qu'ils appliquent par voie foliaire et qui prétendent que c'est de la biostimulation. Non, c'est des apports foliaires, je ne parle même pas de fertilisation, parce qu'il n'y a pas d'absorption. La plante n'exerce pas une absorption par voie foliaire. C'est de la simple pénétration qui se produit par voie foliaire. Il y a des éléments mineurs qu'on apporte. Oui, c'est des correctifs qui améliorent le sort de la plante si elle est carencée. Mais ce n'est pas de la biostimulation qu'on fait. Quand on parle de biostimulation, c'est des hormones naturellement synthétisées par la plante qui ont comme effet de lever des arrêts de croissance. Des arrêts de croissance qui sont produits soit par une sécheresse, soit par un gel, soit par une canicule. Tous ces éléments-là que l'environnement exerce, qui sortent la plante de son milieu naturel de production, la plante y répond par une synthèse d'hormones. Donc, quand on les apporte par anticipation, qu'est-ce qu'on fait en réalité? On anticipe, au lieu que la plante s'arrête, produise ces hormones-là et arrête la production de sucre et de rendement, la plante, elle les a déjà, au moment où le stress arrive, elle est déjà prémunie. C'est comme si elle est vaccinée. Le corps va reconnaître tout de suite le virus et réagit, les anticorps ils sont présents. C'est exactement le même raisonnement avec un antistress, avec un biostimulant. Donc cette hormone-là qui est en circulation dans la sève va produire tout de suite l'effet de levée de stress et continuer à lutter. Après, dans les biostimulants, je peux vous dire que les biostimulants, c'est différentes catégories selon ce qu'on cible. Il y a des biostimulants racinaires qu'on applique très tôt dans la saison. Et là, ça nous ramène... Avant d'arriver à ça, j'aimerais juste revenir sur l'origine de ces biostimulants-là, parce que les biostimulants, ils existent dans toutes les plantes. Sauf que les quantités sont tellement infinitésimales dans certaines plantes, dans les plantes terrestres particulièrement, parce qu'il faut qu'elles les synthétisent au moment où un stress survient. Donc c'est pour ça que toutes les industries de la production des antistress et des biostimulants se dirigent vers les algues. Pourquoi les algues? Les algues sont de loin les plantes les plus agressées et qui ont vécu le plus d'agressions
environnementale dans leur vie. Il faut se rappeler que si on revient sur l'origine du monde, les premières plantes qui ont vécu après le plancton, c'était les algues. Donc, qui ont vécu toutes ces transitions des ères glaciales, puis toutes les sécheresses, toutes les canicules que la Terre a vécues pour devenir la Terre qui est aujourd'hui. Les algues ont survécu à toutes ces conditions-là. Même aujourd'hui, là où elles vivent souvent sur des côtes marines où elles se retrouvent tantôt submergées sous l'eau, à température froide, pas d'oxygène, pas de lumière, un taux de salinité très élevé, puis un moment après, une vague se retire et se retrouve complètement dans des conditions inverses, exposée à la lumière, à de la chaleur, pas de... Donc, ces amplitudes et ces variations de conditions de vie très rapides font que ces plantes-là ont développé des mécanismes d'adaptation via de la production intensive d'hormones biostimulantes pour y survivre. Mieux encore, elles ont développé des capacités de production de matières sèches extraordinaires. Si vous regardez le comparatif pour les algues brunes, 250 tonnes de matière sèche par hectare qu'elles sont capables de produire. Si je compare ça à des plantes des plantes cultivées qu'on considère comme géantes, de la canne à sucre qui est capable de donner 30 tonnes de matière sèche, du maïs qui est capable de donner 22 tonnes de matière sèche par hectare, c'est quand même 10 fois plus la capacité de production des plantes cultivées. Donc c'est pour ça que l'origine est je dirais, de la quasi-totalité des hormones naturelles, parce qu'il y a des hormones de synthèse, donc on essaie de copier les hormones naturelles. Les hormones naturelles présentes dans les biostimulants sont d'origine marine, qui viennent des algues marines. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que j'ai quelque chose de bloqué. Oui, on vous entend. Ok, Oui. Très bien. Très bien. Donc, les champs d'action de ces biostimulants-là, pour accompagner la plante donc, de sa génération, donc de sa germination jusqu'à l'élaboration du rendement, on agit particulièrement sur 3 niveaux. D'abord sur l'absorption des éléments minéraux à la base. Pour améliorer cette absorption, il faut améliorer la qualité du système racinaire, donc essayer de produire un maximum de poils absorbants. La systémie qui est la capacité de déplacement des éléments élaborés, des éléments bruts, donc le déplacement des éléments absorbés par la plante du système racinaire rapidement vers les feuilles pour accélérer la photosynthèse, mais aussi la répartition des produits de la photosynthèse sur l'ensemble des organes de la plante pour fabriquer de nouveaux organes rapidement, pour soutenir l'exploration du système racinaire dans le sol pour aller absorber le maximum de choses et pour aussi affecter rapidement les produits de la photosynthèse vers les organes de réserve, donc pour faire du rendement rapidement. Le troisième champ d'action, c'est vraiment sur la physiologie de la plante, donc la résistance au stress. Et de là découle l'efficacité et l'efficience de l'action de la production dans le champ. Parce que si on accompagne la plante de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'arrêt de croissance, ça veut dire qu'on va maximiser le nombre de jours de fabrication et de photosynthèse. Parce que chaque journée où on a un stress enregistré, il équivaut à un arrêt de croissance. Est-ce que c'est la fin, Abderrazak? Non, vous n'avez plus mon écran? Non. Technologie quand elle nous tient. Oui. Ça l'a comme avancé rapidement. Puis, OK, c'est revenu. C'est revenu? Donc là, ça nous ramène à parler
des clés de rendement dans la production. On parle ici du cas du blé, mais on peut le mettre sur n'importe quel cycle de végétation. Excusez-moi. C'est probablement le chauffage électrique qui ça assèche beaucoup. Prends ton temps pour boire, il n'y a pas de problème. S'il y a des gens qui ont des questions, peut-être les poser, tandis que Abderrazak retrouve sa voix. On t'entend pas, Abderrazak. Il faudrait que tu réactives ton micro. Bon, ben, je pense qu'on a perdu Abderrazak. OK? Non, je suis Allô? là. Oui, OK. Donc, on ne voit plus ta présentation non plus. Il y a quelqu'un qui dit que ça va te prendre des biostimulants. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller vous faire tester, on est à distance. Ah oui. Ouais, ça commence différemment que ça. Donc, je disais ce qui nous amène à... Ouais, en bas, juste, tu peux peser sur... ouais, juste ça, exact. Ce qui nous amène à parler des clés de rendement donc, sur lesquelles on devrait travailler. Les biostimulants racinaires, souvent on cible l'accompagnement en début de cycle, donc pour l'établissement du blé. Souvent on a soit des gels tardifs ou extrêmement de pluie qui s'accumulent, ou une sécheresse. Donc de là, on accompagne avec des biostimulants racinaires. D'abord, le fait d'accompagner l'installation. Donc, on a d'abord l'établissement du premier système racinaire, accompagner le talage dont on parlait tout à l'heure, Elisabeth, parce que c'est une composante importante aussi dans l'élaboration de rendement. Si on veut cibler des rendements potentiels, ça passe par un talage optimal. Et le talage, vous savez que à chaque tale qui sort, il lui faut son système racinaire fasciculé, parce qu'on part avec le système racinaire primaire qui cède la place à partir de la troisième feuille et commence à céder sa place au premier système racinaire fasciculé qui va alimenter le maître brin, mais chaque tale qui va se rajouter, elle doit ramener son lot de système racinaire. D'où l'importance d'apporter des biostimulants racinaires à ce moment-là pour optimiser cette phase-là. Pour plus tard, l'exemple le plus vivant dans les mémoires, c'est celui du mois de juin de l'année passée. C'est quand on commence à approcher l'élaboration du rendement et qu'on a des sécheresses, là, ça devient fatal pour le rendement. C'est pour ça que de la biostimulation à ce moment-là, par contre, il faut qu'elle soit foliaire, parce que la biostimulation foliaire, à partir de, je dirais, du talage ou du redressement, là, on est pile poil dans la cible d'atteinte du rendement. Et là, il faut qu'on optimise la végétation, parce que une paille raccourcie aussi ne va pas arranger les affaires de l'épi. Protéger aussi la feuille étendard, qui est la feuille tire-sève pour alimenter et remplir les épillets, les grains et l'épi. Donc, c'est pour ça que, selon les conditions dans lesquelles on cible quel biostimulant on va travailler. Donc, si on regarde sur les 50 jours à peu près sur lesquels le rendement se produit, on a à peu près un rendement de 60 kg par jour qui se produit. Donc, chaque journée où vous subissez un stress, vous avez un arrêt de croissance, il y a 60 kg qui vont manquer à votre rendement.
J'ai pris le calcul, c'était sur l'avoine, mais le même calcul pourrait s'exercer sur le blé. Donc, si on améliore notre sort et qu'on sauve 2 grains par épi, fois les 500 000, les 5 millions d'épis qu'on cible par hectare, c'est à peu près 300 kg hectare de rendement. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur de ce que les biostimulants pourront faire ou pourront apporter. Et ça, je pars sur des hypothèses très minimalistes. Donc, pour vous montrer la capacité d'amélioration des rendements ou les effets de l'environnement sur les pertes de rendement. Vous pouvez interpréter ça des deux façons que vous voulez. Donc, voilà un petit peu, Elisabeth, rapidement ce que je voulais apporter comme matière de réflexion, mais Ouais. on sera ouvert à la discussion puis aux questions s'il y en a. Super, merci beaucoup. J'espère que tu vas retrouver ta voix, Abderrazak. C'est très intéressant. J'aime ça. C'est pas trop dans les détails, mais ça nous explique en fait que les biostimulants, c'est naturel. Donc, ça doit venir des algues. Donc, ce que vous proposez comme biostimulant, ça vient carrément des algues. C'est des algues marines. Et même là, je vais apporter une nuance, Elisabeth, si tu le permets, parce que, encore une fois, même quand on parle des algues, il faut prêter attention à tous les détails, parce qu'il y en a qui vous parleront des produits issus d'algues. Mais les algues, c'est très vague. Hein. Prendre des algues et puis les presser, faire du jus d'algues et croire qu'on va faire quelque chose avec ça, c'est pas sûr que c'est la bonne méthode. Parce que cibler pour pouvoir... C'est comme dans le médicament. Toutes les plantes ont des facultés médicinales, mais aller extraire le principe actif et le mettre dans le dosage qu'il faut, parce que quand on dit qu'il faut mettre 1,5 litre à lac, ça veut dire que cette quantité de produit pourrait nous apporter la quantité suffisante du principe actif. Donc il faut faire attention, parce que les produits qu'on propose, c'est des produits sur lesquels, oui, il y a de l'extraction de principes actifs à base d'algues, mais qui sont dosés. Les bons principes actifs, parce que quand tu prends juste du jus, tu en as de tout, mais qui est dilué. Est-ce que ça te garantit l'effet? Non. Comment je saurais que ça s'adresse à la racine, ça s'adresse à la feuille, s'il n'y a pas d'extraction subtile des principes actifs à utiliser? Donc ça aussi, c'est un élément très important à prendre en considération. Super. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Bon, fait que si personne n'a des questions, je vais te remercier, Abderrazak. Et puis, Eugénie, est-ce que tu es présente? Est-ce que tu peux mettre ton micro et ta présentation? Oui, on Oui. peut commencer. OK. Donc, bonjour Eugénie. Donc, Eugénie est candidate à la maîtrise au Centre Armand Frappier de l'Institut national de recherche scientifique. Puis, elle vient d'entrer dans le monde de l'écologie microbienne en tant que membre de laboratoire d'Étienne Hiergeau. Chanceuse. On a collaboré beaucoup avec Étienne Hiergeau pour comprendre la fertilité des sols, donc plus au point de vue des bébites, puis des microbes, champignons et tout ça. Puis ça a été vraiment très instructif comme projet qu'on a fait en collaboration avec Étienne. Et puis, j'ai invité Eugénie à la dernière minute pour venir nous présenter un peu ce qu'elle va faire comme projet. Et puis, dans le fond, après Eugénie, je te donne 15 minutes. Puis après ça, on va avoir Louis-Éric Trépanier pour conclure avec comment lui fertilise. C'est super intéressant. Donc, comme ça, je vais vous garder jusqu'à la fin. Bienvenue, Eugénie, je te laisse la parole. Alors, bonjour. J'ai mis mon courriel juste ici en bas et je suis toute nouvelle dans le monde de l'agriculture. Alors, si vous avez des astuces, des opinions au sujet de mon projet, sentez-vous libre de me contacter, ça me ferait plaisir. Alors, mon projet s'intitule « Capacité de variétés de blé canadien à inhiber la nitrification ». Excuse-moi, Eugénie, la seule chose, c'est qu'on voit quelque chose par-dessus ton...
ton adresse courriel. Juste peut-être. Ouais, OK, parfait. Merci. Parfait. Alors, c'est là. Alors, pour commencer, juste pour expliquer en bref, l'azote, c'est un facteur limitant dans la croissance des plantes dans les écosystèmes terrestres. C'est nécessaire pour produire suffisamment de protéines et pour d'autres processus dans la croissance de la plante, qui fait qu'une déficience en azote va directement affecter la quantité et la qualité de ce qu'on produit. Alors ici, dans cette image, ça montre un peu ce qui se passe avec l'azote dans le sol, comme vous voyez. Si on se concentre ici, ça c'est ce qui m'intéresse dans mon projet, la nitrification. Alors ici, on a l'ammonium, qui est la source d'azote inorganique qui est la plus énergétiquement favorable pour une plante. Alors, c'est ce qui est mieux à la plante pour absorber par les racines. Alors, c'est énergétiquement favorable parce qu'il est chargé positif. Alors, ça veut dire qu'il sera immobilisé dans le sol qui est chargé négatif. En plus, la plante va l'absorber de manière passive, alors sans dépense d'énergie, et elle va l'utiliser directement dans la synthèse de protéines. Mais l'ammonium est aussi utilisé par des microbes qu'on appelle des microbes nitrifiants. La nitrification, c'est le processus par lequel l'ammonium est transformé en nitrate par des micro-organismes du sol. La première étape, c'est le processus où on produit de l'hydroxylamine, puis du nitrite par les microbes qu'on définit comme oxydant l'ammoniac. Ensuite, d'autres microbes prennent le relève et ils vont produire, à partir du nitrite, ils vont faire du nitrate. Le nitrate est chargé négativement, alors il est mobile dans le sol, ce qui va augmenter la possibilité de lessivage. En plus, le processus d'absorption du nitrate par les plantes est actif, ce qui veut dire que la plante dépense de l'énergie et une fois qu'il est absorbé, il doit être retransformé en ammoniac avant d'être utilisé pour la synthèse des protéines. Cette forme d'azote nécessite une plus grande dépense énergétique auprès de la plante. En absence d'oxygène, le nitrate va être transformé par des microbes qu'on dit dénitrifiants en molécules gazeuses qui vont être perdues dans l'atmosphère, comme le N2O qui est un puissant gaz à effet de serre. Puisque les plantes sont en compétition avec ces microbes pour l'ammoniac, pour obtenir des plantes de bonne qualité, les agriculteurs vont utiliser des grandes quantités de fertilisants azotés, comme vous le savez. Et ils sont utiles en agriculture, surtout dans la production de céréales où la qualité de ce qu'on produit est définie par la quantité de protéines. Mais ils sont utilisés de manière inefficace parce que seulement environ 50% de l'azote introduit dans le sol agricole se retrouve dans la nourriture ou le fourrage. Les pertes sont dues au lessivage du nitrate et dénitrification du nitrate en oxyde nitreux et azote gazeux. Ça peut même mener à l'eutrophication. L'agriculture est la source de pollution azote la plus importante. Avec la hausse de population mondiale, on estime que la production agricole globale devra augmenter d'au moins 70% d'ici l'année 2050. Alors, pour répondre à la demande, cela va nécessiter qu'on se confie de plus en plus à un système qui n'est pas toujours très efficace. Et les cultures qui utilisent le plus de fertilisants azotés sont les riz, le maïs et le blé. Et quand on regarde spécifiquement le blé, seulement 48% du fertilisant qui est introduit dans l'environnement se retrouve dans la biomasse, c'est-à-dire dans le blé comme tel. Le reste est perdu sous d'autres formes. Le défi, c'est de réduire l'utilisation de fertilisants tout en maintenant la qualité du grain qu'on obtient. Alors, rendre tout ça plus efficace. Une méthode présentement sur le marché qu'on essaie de développer, c'est de coupler la fertilisation azotée avec des inhibiteurs synthétiques de nitrification. Alors, les inhibiteurs de nitrification sont des composés qui ralentissent ou arrêtent le taux de nitrification dans le sol. Alors, les bactéries vont utiliser moins l'ammonium qui est dans le sol et que la plante a tant besoin. Mais leur haut coût ne vaut pas toujours la peine, surtout à la grande échelle, parce qu'ils se dégradent rapidement dans le sol. Sinon, ils vont être perdus par le lessivage et il y a des cas où on a vu qu'ils se retrouvaient dans la nourriture.
Un exemple d'un tel inhibiteur, c'est le diacyldiamide, DCD tout court. Ici, vite fait, je vous présente une étude qui a été faite. C'est dans cet exemple où ils ont utilisé le DCD pour réduire les taux de nitrification dans des aires pâturées des vaches, où une grande source de carbone, c'est l'urine des vaches qui va contenir beaucoup d'urée et d'ammoniac. En bref, le graphique suivant regarde les gènes qui sont associés aux bactéries qui oxydent l'ammoniac. Et on regarde que lorsque on voit plus de ces gènes, ça veut dire qu'il y a plus de nitrification qui a eu lieu. Et quand on en voit moins, ça veut dire qu'il y a moins de nitrification qui a eu lieu. Alors, lorsqu'on a ajouté le DCD ici, on voit qu'on a réduit ces gènes qui font la nitrification. Alors, le DCD aide à réduire la nitrification. Une alternative aux inhibiteurs synthétiques, c'est l'inhibition biologique de la nitrification. Alors, c'est l'habilité d'une plante à sécréter des composés qui vont réduire le taux de nitrification en arrêtant l'oxydation de l'ammoniac par les microbes du sol. C'est les petits points rouges que la plante relâche qui vont avoir différents effets dans notre nitrification. Elle a été observée pour la première fois chez une herbe tropicale qu'on appelle Brachiaria unidicola. Et ils ont noté que cette herbe, comparée à d'autres espèces, permettait de maintenir les quantités d'ammonium dans le sol tout en réduisant la population de microbes qui oxydaient l'ammonium et la production de gaz à effet de serre. Le mécanisme exact n'est pas très connu et l'hypothèse courante, c'est que l'inhibition est causée, c'est comme une combinaison de composés que la plante va relâcher. Et en 2016, il y a une équipe qui avait testé pour la première fois l'inhibition biologique de la nitrification chez le blé. Ils ont fait un screening de plusieurs cultivars de Triticum aestivum utilisés en Australie. Et ce graphique montre un peu l'habilité de différents cultivars qui ici sont numérotés à inhiber la nitrification avec un pourcentage. Alors, si ils ont un pourcentage positif, ça signifie que le cultivar était capable de faire cette inhibition. Alors, dans une même espèce, on voit qu'il y a une très grande variété de résultats allant de presque 80% à comme pas du tout d'inhibition. C'était quand même intéressant. Alors, pour mon projet à moi, mon hypothèse, c'est que si on arrive à valoriser l'inhibition biologique de la nitrification dans l'agriculture, ça nous permettrait de créer du blé de meilleure qualité boulangère tout en réduisant son empreinte environnementale. Pour répondre à cette question, mon premier objectif, c'est d'identifier des cultivars de blé canadiens qui sont capables de faire une inhibition biologique de la nitrification avec différentes expériences in vitro. Et on a planifié de faire 2 expériences. La première, c'est de l'analyse de l'habilité de l'exudat racinaire d'une certaine plante à réduire le taux de nitrification chez Nitrisomonas europea. C'est une bactérie qui oxyde l'ammonium. Et la deuxième, c'est l'étude de l'inhibition maintenant au niveau du sol, autour de la rhizosphère de la plante de blé. Pour la première expérience, pour qu'un cultivar de blé soit considéré comme capable de faire cette inhibition biologique de la nitrification, il faut qu'elle soit capable de réduire le taux de nitrification chez cette bactérie. Cette première expérience va nous permettre de faire une corrélation directe entre les extraits de les racines et la variété de blé, et si oui ou non on est capable de faire une inhibition. On va surtout chercher à savoir c'est quels cultivars qui vont diminuer le taux de production de nitrite et c'est quel cultivar, oui. Alors, pour notre expérience, juste vite fait, on va échantillonner une grande variété. Mon but est de faire comme une 60aine de variétés différentes, mais je pense que je vais arriver jusqu'à 60. Une grande variété de plantes, on va les faire pousser. Ensuite, on va extraire ce qu'ils sécrètent dans leurs racines. Et puis, on va utiliser une technique pour mesurer le taux de nitrite. Si vous vous souvenez, le nitrite, c'est ce qui la plante produit, ce qui les bactéries produisent juste avant de produire le nitrate. Alors, on va doser le nitrite
pour ces différentes plantes et on va voir si la plante, comparée à la bactérie qui n'a pas subi d'inhibition, si la plante est capable de réduire la production de nitrates. Et si elle est capable de réduire en utilisant cette équation, on pourra dire qu'elle a un pourcentage d'inhibition positif, alors que oui, elle est capable de faire l'inhibition biologique de la nitrification. Après la première expérience, on va obtenir une liste préliminaire de variétés de blé qui sont capables de faire l'inhibition biologique de la nitrification. Et ensuite, on va passer à la deuxième expérience où on va regarder maintenant ce phénomène, mais dans du sol. Alors, pour ce faire, on va faire pousser des plantes dans du sol et on va aussi essayer de regarder, oui, on le pousse dans le sol dans un environnement qui est plus complexe, qui a plus de bactéries, qui a plus de composés, mais aussi on va aussi moduler la quantité d'eau et la quantité d'azote pour voir si ça a un effet, oui ou non, avec ce phénomène qu'on voit. Alors, on va les faire pousser dans le sol et après 4 semaines, on va les récolter. On va aller récolter un échantillon de sol de la rhizosphère. Alors, la rhizosphère, c'est le sol qui est en direct contact avec les racines. Pendant 48 heures, on va regarder le montant de nitrite qui est produit par nos échantillons de rhizosphère. Cette information sera utilisée ensuite pour déterminer le pourcentage d'inhibition biologique avec la même équation que tantôt. Et à la fin de l'objectif 1, on va obtenir une liste préliminaire de cultivars de blé qui est capable de faire l'inhibition biologique de la nitrification. Et on pourra faire une analyse pour voir si le fait de complexifier l'environnement de la plante ainsi que le niveau d'eau et d'azote dans le sol a eu un effet sur ce phénomène. À ce niveau, on peut aussi regarder s'il y a une corrélation avec les provenances de cultivars. Mon deuxième objectif maintenant, c'est de déterminer s'il y a une corrélation entre l'habileté d'un cultivar à faire la BNI et l'inhibition biologique et la qualité du grain, avec des essais dans un champ expérimental. Pour que la valorisation de la BNI soit considérée comme une stratégie valable en agriculture, il faut l'évaluer à des plus longues échelles de temps, sous des conditions plus similaires à celles dans les champs de blé. Alors, on veut savoir, est-ce qu'il y a un déclin dans l'activité des racines lorsque le blé commence à arriver en maturation? Quel est l'effet de cela sur la communauté des micro-organismes? Est-ce qu'il y a une résurgence? Et on va essayer de regarder le sol en ciblant les 3 moments où Stéphanie vous a parlé, c'était mieux d'ajouter un fertilisant azoté. Alors, notre design expérimental, pour ça, on va prendre nos meilleurs candidats de l'objectif 1 et on va les faire pousser maintenant dans un champ expérimental qui va ressembler plus aux conditions agricoles en vraie vie. Et on va évaluer 3 choses. L'habilité du cultivar à inhiber biologiquement la nitrification, comme on a fait auparavant. Mais ensuite, on va regarder aussi l'abondance des microbes qui oxydent l'ammonium au fil du temps. Et à la fin, on va prendre les graines et on va regarder maintenant la qualité et le rendement du blé qu'on va produire pour voir si le phénomène d'inhibition biologique de la nitrification a eu un effet sur la qualité et le rendement du blé à la fin. Alors, pour conclure, ce projet va mener vers des essais variétaux dans des champs de blé avec différents types d'agriculture. Et on réalise qu'il y a un grand besoin d'approfondir les connaissances sur les mécanismes d'inhibition. Et si on va encore plus loin, l'information qu'on espère obtenir, on veut l'utiliser pour guider la production des prochaines générations de cultivars. On espère pouvoir mieux informer les agriculteurs pour qu'ils aient les outils nécessaires pour faire des meilleurs choix dans la production de blé pour permettre de maximiser la qualité et la quantité produite tout en limitant leur empreinte environnementale. Merci. Wow, c'est super intéressant, Eugénie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter ton projet de recherche. C'est super excitant. Je vais demander maintenant à Louis-Éric Trépanier de prendre la parole, puis je vais partager ta présentation, Louis-Éric.
Louis-Éric, est-ce que tu es là, Louis-Éric? Oui, je suis là. Oui, OK, parfait. Je vais juste présenter Louis-Éric, comme je disais, ça fait vraiment longtemps que la ferme Tréma fait du blé pour les moulins de Soulanges. On a fait des essais variétaux, mon Dieu, depuis le début chez lui. On a vraiment fait beaucoup de tests. Puis j'aime beaucoup la façon que Louis-Éric travaille avec sa façon de fertiliser. Ils ont des sols vraiment de très haute qualité, bien entretenus pendant des années avec du fumier de bœuf pendant 25 ans, je pense. Puis travail réduit, travail semi-direct aussi. Donc, vraiment des sols qui permettent de réduire la fertilisation. Fait que j'ai déjà répondu à la première question. Puis, je te laisse parler du blé dans la rotation, puis comment vous fertilisez. Oui, c'est ça. C'est ça, à fin de compte, on fait pas mal de rotation de blé avec notre maïs puis notre soya principalement. On fait un peu d'autres cultures, mais c'est les cultures principales. Puis le gros avantage qu'on voit dans le blé, c'est surtout de l'augmentation de rendement à fin de compte des années suivantes sur la culture de maïs puis de soya. Puis c'est sûr qu'une culture de blé récoltée tôt, elle nous permet de faire des apports de lisier, de chaux, de nivellement, puis aussi d'implanter un engrais vert. On utilise beaucoup le poids fourragé pour aller chercher une grosse partie de notre azote pour l'année suivante dans le maïs. C'est sûr qu'on a des sols plutôt argileux. Ça passe du loam argileux à de l'argile Sainte-Rosalie. Puis c'est en faisant du semi-direct qu'on s'est rendu compte que le maïs, le soya ont pas un effet très, très structurant sur le sol, tandis que les céréales, surtout les céréales d'automne qu'on essaie d'introduire, mais on n'a pas beaucoup de neige et plus souvent de glace qu'autre chose dans notre coin de pays. C'est ça, ils ont vraiment l'avantage d'améliorer la structure du sol, puis permettre un semis, en fin de compte, de maïs la nuit suivante, vraiment dans des meilleures conditions. C'est un peu ça, en fin de compte. Donc, les avantages, mais puis la fertilisation, excusez, là, j'ai de la misère avec l'écran, là, je veux juste revenir au mode normal. OK. C'est parfait comme ça, Elisabeth. C'est bon. J'ai comme une panique avec ces affaires-là. Donc, parlez un petit peu de ta fertilisation. Oui, c'est ça. C'est ça, on est principalement semi-direct. C'est sûr que les grosses argiles, des fois, on fait un peu comme Monsieur Danny parlait, on fait un minuscule travail de sol à l'automne pour être capable de vraiment semer soit sur le gel ou très, très tôt le printemps. Des fois, on en profite pour incorporer aussi du phosphore et de la potasse au besoin. Puis, c'est ça, toute ma fertilisation, en fin de compte, est faite avec de l'azote liquide. J'utilise un peu ce qu'on voit sur la diapositive, des buses qu'on appelle en anglais des stream bars. Là. Je ne sais pas c'est quoi le terme francophone. Là. Puis, qu'est-ce que ces bars-là permettent? C'est qu'ils font des grosses gouttelettes. Fait que il y a moins de... Puis ils tombent en ligne droite. Fait que peu importe si la rampe d'arroseuse elle bouge ou quoi que ce soit, ou la hauteur varie, bien, le jet est toujours droit. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'éclaboussures sur les feuilles. Fait que ça permet, en fin de compte, de faire mon premier apport qui varie selon la saison. Si on sème très, très tôt, des fois, je vais attendre de le retarder pour pas qu'il y ait trop de talage puis que le premier nœud soit trop long à cause, en tout cas, mes agronomes, ils sont capables de calculer la distance, à fin de compte, du premier nœud. En sachant cette distance-là, on sait déjà la hauteur maximum du plant de blé. Fait qu'on essaie de mettre un maximum de 30 unités avant le talage. Puis, à fin de compte, je fais seulement une application avec ces buses-là, comme dans le test qu'Elisabeth a montré qu'on avait fait chez nous. On les a utilisés pour faire les répétitions pour 30, 60 et 120 unités. Mais dans mes champs normaux, j'utilise plus l'urée foliaire pour les passages suivants.
Fin de compte, l'urée foliaire, c'est de l'urée. Il y a plusieurs moyens de l'acheter ou de l'appliquer. Tu peux acheter directement, il y avait une petite poche, c'est de l'urée qui, à fin de compte, n'a pas d'imperfection comme l'urée commerciale. Fait que tu peux le mettre directement dans l'arroseuse, dans le mélangeur, puis elle se liquéfie, puis à fin de compte, tu vas l'arroser directement. Puis c'est ça, elle a l'avantage de ne pas brûler le feuillage si elle est appliquée, à fin de compte, avec une concentration assez faible. Moi, c'est ça, quand je fais les mélanges, c'est à peu près... avec le dessin en haut, j'utilise à fin de compte l'urée puis une tank conique pour mélanger de l'urée commerciale que je fais diluer. Puis ça fait, c'est assez spécial à cause ça fait une réaction qui est de la glace qui devient sur la pompe. Là, fait que c'est plus facile à travailler avec de l'eau chaude. Fait que je fais une solution 23% que je mets dans un autre à fin de compte réservoir que je laisse décanter à cause dans l'urée commerciale, il y a des impuretés, puis c'est eux qui brûlent le feuillage. Puis à fin de compte, je laisse déposer ça dans le fond de la tank, puis je siphonne juste le haut de la tank. Mais c'est ça, il y a moyen d'acheter de l'urée technique déjà granulée. Puis même depuis que Synagri, à fin de compte, a construit leur usine à Saint-Hyacinthe, la plupart des vendeurs ne le savent même pas, mais ils produisent de l'urée technique 23%. Qui vendent principalement aux États-Unis. Fait qu'il y a moyen d'en acheter directement. Là. Puis c'est ça, cette urée-là, un coup dilué, je fais des passages répétés environ, dépendamment, c'est sûr que là, je vais en fin de journée. Puis en fin de compte, c'est ça, je joue entre 5 et 10 unités maximum à chaque passage. Puis avec au moins 20 gallons ou 200 litres hectare d'eau dans ma solution. Puis ça, il faut vraiment éviter la chaleur, parce que sinon ça peut risquer de brûler le blé. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que quand les conditions, soit qu'on est dans une période de sécheresse ou une période d'excès d'eau, c'est appliqué à fin de compte avec un jet très normal, un flat fan, une buse ordinaire d'arroseuse. L'urée, à fin de compte, elle va se coller au feuillage puis être absorbée directement par les feuilles au lieu de passer par le processus des racines pour monter jusqu'au feuillage. Fait que, tu sais, si, mettons, on a beaucoup de pluie puis le champ il commence à journée ou quoi que ce soit, on passe un coup d'urée technique puis 24 à 48 heures, on voit déjà un changement de couleur de la culture. Là. Fait que c'est vraiment, ça répond très rapidement. Puis c'est ça, j'utilise la première application avec le 32 avec les buses spéciales. Puis après ça, je fais mes autres applications en fin de compte avec l'urée technique. Fait que ça arrive des saisons, je peux faire entre 4 et 6 applications environ une fois toutes les semaines ou 10 jours que je passe dans le champ, toujours dans les mêmes traces. Puis c'est ça, on va passer de l'élongation jusqu'à pollinisation, c'est ça, entre 3 et 5 fois. Puis je fais un passage aussi après la pollinisation du blé. Dès que les fleurs ont toutes tombé, je fais une dernière application. Fait que ça permet d'avoir des protéines plus élevées. Puis c'est ça, j'ai souvent fait des tests avec du 32, les buses spéciales, appliquées un total, même si c'était fractionné en 3 fois, jusqu'à 120 unités. Puis avec ma technique, avec un total de 60 unités, je viens à bout d'avoir des meilleurs résultats, à fin de compte, qu'avec le 32. Fait que c'est un peu ça. On dirait que l'efficacité, vu qu'elle est appliquée directement sur le feuillage, même si on met moins de quantité d'azote, à fin de compte, l'azote disponible qui est non lessivé ou à fin de compte volatilisé, c'est ça, je viens à bout d'avoir des bons résultats en appliquant des petites quantités. C'est sûr que c'est beaucoup plus d'ouvrage, mais je trouve que pour environnementalement puis monétairement, ça vaut la peine. Là. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec les liquides? Ben, c'est qu'en passant à l'arroseuse,
ben, je peux faire des analyses foliaires, je vois qu'il manque un peu de manganèse, un peu de micro-éléments, rajouter du soufre, n'importe quoi. Il y a moyen de faire plusieurs mélanges, ajouter des biostimulants ou n'importe quoi selon la saison. En fin de compte, c'est surtout ça que je trouve intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Moi, ce qui m'impressionne, c'est à quel point tu diminues tes doses, dans le fond, parce que tu appliques au bon moment. Tu te fies à la température. Ouais, ben, c'est un peu le spoon feeding qui parle aux États-Unis. Là, c'est d'appliquer des plus petites quantités, mais plus souvent en fonction des besoins de la plante. Fait que c'est sûr, quand on parle comme de tout appliquer au printemps, ben on sait qu'il y a une partie qu'avant que la plante elle n'aille absorber, ben on sait qu'il y a une perte qui est là. Puis aussi en fonction de la saison, si je vois que mon champ il est vert forêt noire, ben je peux des fois attendre 10 jours, 2 semaines avant de repasser. Si je vois que ma matière organique qui varie entre 5 et 8 qui libère beaucoup d'azote, ben j'ai pas besoin de faire des applications non nécessaires à fin de compte. Là. Fait que c'est un peu comme ça que je fonctionne. Super. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? C'est fou comment dans les webinaires, on est tranquille. On est des anges au retour de cette pandémie. Toi, dans le fond, je vais te poser une question comme ça. Louis-Éric, tu trouves ça compliqué faire du blé pour Moulin-Tulange? Comment tu trouves? Je trouve pas ça plus compliqué à cause en semant ultra tôt le blé. La compétition Moserbe, il n'y en a quasiment pas. Il y a moyen d'appliquer un éragon au besoin. Mais, on essaie de semer fin mars, début avril. Fait que si on vient à bout de faire des semis dans ces dates-là, ben souvent le blé a déjà fermé les rangs avant que les mauvaises herbes commencent à pousser. Fait que moi, je trouve pas que c'est vraiment complexe. C'est juste une approche un petit peu différente comparativement au super intensif, mais la marge, à fin de compte, d'utiliser ces produits-là puis d'avoir un prix moins élevé, ben je pense que financièrement, c'est pas toujours... il y en a plus dans les poches du vendeur que du producteur. Là. OK. Bon, ben super. Puis, dernière question pour conclure. Est-ce que tu penses que le blé d'automne va passer l'hiver, le parcelle qu'on a chez toi? Ben, tout le monde a reçu de la neige. Nous autres, on a reçu pas mal de la slotch, là. Fait que, présentement, il doit y avoir, je sais pas, un 10 cm de slotch glacé, là, sur la parcelle. Fait que, c'est très dur à dire à cause le terrain était gelé. Fait que le blé était comme en arrêt. C'est plus quand ça va dégeler ce printemps qu'on va savoir s'il reste encore de l'oxygène dans le sol, là. Oui. Bon, ben, merci beaucoup à tout le monde. Puis, on va vous tenir informés pour le prochain webinaire qui va être super intéressant. Ça va être sur la rotation des cultures, où insérer le blé, puis les engrais verts aussi. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup plus des engrais minéraux. Puis, le prochain webinaire, je peux déjà vous donner un scoop. Il va y avoir Roselyne Gobeil de chez Semican qui a vraiment une belle expertise avec les engrais verts. Puis c'est ça, des invités surprises qui nous restent à trouver. Fait que merci beaucoup pour votre participation. Vous pourrez trouver le webinaire enregistré sur notre site web des Moulins-Tulange. Merci. Merci.